San Geronimo de las Lomas. Une mère dépose un bouquet de fleurs blanches devant le portail de l'ancienne école, une coutume qu'elle perpétue depuis 17 ans. La rumeur courait que sa fille était morte dans une crue soudaine avec 17 autres élèves. Mais cette année, un vieux cahier a été retrouvé, et la vérité commence à éclater. Il n'y a eu ni inondation, ni accident, juste un nouvel endroit. Les enfants ont disparu, ils ont été emmenés, et ensemble, ceux qui ont souffert de la perte de leurs proches ne gardent plus le silence. Le ciel matinal à San Geronimo de las Lomas était d'un gris paisible. Le long de la route menant à l'est de la ville, là où se trouvait autrefois le pensionnat de Santa Oliva, tout était désormais recouvert par la poussière du temps. Un vieux vélo tourna au coin de la rue, ses pneus crissant sur le chemin de gravier. La femme qui pédalait lentement s'arrêta devant le portail de l'école. Elle dénoua le bouquet de marguerites blanches qu'elle portait dans le panier avant. Elle descendit, rajusta son vieux pull usé et se dirigea vers le portail en fer silencieux. Il n'y avait personne aux alentours, mais toute la ville se souvenait de ce jour et la reconnaîtrait immédiatement. Nora Santiago, la mère qui n'avait pas baissé les bras pendant près de 2 décennies malgré le silence ambiant. Elle déposa le bouquet par terre devant la porte, lissa délicatement le ruban blanc froissé et resta un long moment silencieuse. Ses yeux étaient secs et enfoncés, comme si elle n'avait plus de larmes à verser. Nora ne priait pas, ne disait pas un mot, elle restait là, comme chaque année, ce jour-là même où sa fille Adla Santiago avait disparu avec 17 autres enfants. Chaque année, on la voyait arriver, déposer les fleurs, lui tourner le dos, puis repartir en silence. Bien que l'école ait été fermée pendant de nombreuses années, bien que le gouvernement ait publié une déclaration disant « Aucune anomalie n'a été trouvée », bien que la presse ait cessé d'en parler après quelques mois de bruit, bien que personne dans le village ne veuille s'en souvenir, elle seule restait avec une tristesse qui ne pouvait être apaisée. Alors que Nora faisait demi-tour pour quitter le portail, un jeune homme l'observait depuis l'intérieur de l'école. Il portait une casquette à l'envers, des vêtements poussiéreux et un sac rempli d'outils électriques. Il s'appelait José Elizondo, un électricien engagé pour démonter ce qui restait de l'ancien système d'éclairage avant la vente aux enchères de l'école. José n'habitait pas là, mais il avait entendu parler de l'affaire Santa Oliva depuis son enfance, une histoire murmurée entre adultes et rapidement relayée dans les conversations. Mais ce matin-là, c'est précisément cette femme qui fit s'arrêter José. Dans le bureau du directeur, où José travaillait sans enthousiasme, rien n'avait été touché depuis l'abandon de l'école. Le plafond était maculé d'humidité, le classeur était penché, le bureau en bois était pourri et un ventilateur de plafond dont une pale était cassée gisait par terre. En retirant la boîte de jonction encastrée du bureau, José découvrit un tiroir coincé sous la table. Il essaya de le tirer, mais en vain. Utilisant la pointe d'un tournevis comme levier, il exerça une pression et, juste au moment où le tiroir s'ouvrait brusquement, quelque chose tomba par terre, un vieux carnet relié en cuir marron, dont le fermoir était déchiré par les termites et la moisissure, recouvrant presque toute la couverture. Il n'avait ni titre ni nom. José allait le jeter, mais voyant une écriture manuscrite à l'intérieur, il s'assit, alluma sa lampe de poche et l'ouvrit. La première page était un tableau des groupes d'étudiants écrits à l'encre noire, de biais mais suffisamment clairs, pratiques écologiques 2 jours aux forêts d'El Manto Verde. Date de départ, 3 juillet 1977. Groupe 1, Elena Vasquez, Jimena Lopez. Responsable, Madame Malna. Départ à 9h15 pour le poste de contrôle. Groupe 2, Adla Santiago, Cecilia Cortés, Teresa Hidalgo, Adriana Ramos. Responsable, Madame Vega. Départ à 9h35, poste de contrôle 3. 5 groupes au total, chacun composé de 3 ou 4 étudiants, partant toutes les 15 à 20 minutes. Aucun groupe n'était groupé. José s'arrêta net en lisant le nom d'Adla Santiago. Sa main referma involontairement le carnet, ressentant une certaine agitation sans raison apparente. Il venait d'entendre ce nom ce matin-là. Ou plutôt, il avait vu la personne portant ce nom dans les yeux de la femme âgée un instant plus tôt. Il ouvrit le carnet de quelques pages supplémentaires. Plus il regardait, plus il réalisait que ce n'était pas un carnet ordinaire.
C'était le plan original, non retouché, non censuré. Et le plus terrifiant, c'est qu'il contredisait totalement le récit de l'accident, vieux de 17 ans, que les médias avaient fait. José resta assis en silence un moment, le carnet sur les genoux. Il n'avait aucune raison de s'impliquer là-dedans, mais quelque chose l'empêchait de l'ignorer. C'était le regard de Madame Nora, peut-être la façon dont elle avait disposé le bouquet, comme si elle tenait encore une promesse. José se leva, fourra le carnet dans la poche de sa veste, quitta la pièce, verrouilla la porte, coupa le courant principal et se dirigea directement vers la périphérie ouest, où son oncle vivait seul dans une vieille maison en bois avec une machine à écrire et des centaines de journaux qui n'ont jamais été publiés. Elias Ramirez, la seule personne que José connaissait qui avait essayé d'enquêter en profondeur sur l'affaire de la disparition de Santa Oliva, celui qui avait été licencié de sa profession, et aussi celui qui avait dit un jour une phrase que José n'oublierait jamais, quand le silence dure trop longtemps, il devient un mensonge. Quelques minutes plus tard, il arriva dans la pièce où vivait Elias Ramirez, qui ressemblait davantage à des archives qu'à une maison. Papier, cartes, dossiers de journaux empilés du sol au plafond. Des cartons avec des lettres écrites au marqueur noir, 1977, Santa Oliva. Dossier bloqué. Témoignage non confirmé. La vieille machine à écrire Reminton était posée sur le coin de la table, portant encore des taches de café datant d'il y a des années, et à côté se trouvait un carnet en cuir délavé dont le dos était presque détaché, où était écrit à l'encre rouge, 1977, Santa Oliva, brouillon rejeté. Quand José posa le vieux carnet sur la table et dit, « J'ai trouvé ça, mon oncle. Puis-je le voir ?» Elias ne demanda rien. Il regarda simplement son neveu une seconde, puis mit ses lunettes et tourna lentement chaque page. Dans la lumière jaunâtre de la lampe de table, son regard s'arrêta en voyant le nom d'Adla Santiago. Il respira doucement, comme pour se calmer. Sa main tremblait, mais son regard restait fixe, sans perdre une ligne. Il tourna la page de garde, examina l'écriture, le style des notes, l'emploi des mots. Puis il ouvrit le tiroir du bureau et en sortit une liasse de documents attachés avec une ficelle effilochée, compte rendu officiel, Santa Oliva, juillet 1977. Ils étaient tous deux assis dans la pièce silencieuse. Les seuls bruits étaient le tic-tac de l'horloge et le bruit des pages tournées. José resta silencieux, mais ses yeux ne quittèrent pas son oncle plus de 3 secondes. Elias leva les yeux et lut lentement chaque paragraphe à voix haute, comme s'il témoignait devant un tribunal. Rapport officiel. Le matin du 3 juillet 1977, un groupe de 18 élèves du pensionnat de Santa Oliva a été confronté à une pluie torrentielle inattendue alors qu'ils traversaient le ruisseau Rocaseca, dans la forêt d'El Manto Verde. D'après les archives, tout le groupe voyageait ensemble et a disparu simultanément à cause d'une crue soudaine et d'un glissement de terrain. Il s'est arrêté, a rouvert le carnet que José lui avait apporté et a souligné délicatement chaque ligne au crayon. Groupe 1, Elena Vasquez, 915, poste de contrôle 1, groupe 2, Adla Santiago, 935, poste de contrôle 3, groupe 3, Cecilia Cortés, 950, poste de contrôle 2. Elias leva la tête, la voix rauque mais ferme. Ils n'étaient pas ensemble. Ils n'ont pas pu être emportés par l'eau en même temps. José dit à voix basse, « Tu veux dire que tout ce qu'ils ont dit pendant 17 ans était un piège ?» Elias sourit en coin, non pas avec moquerie, mais avec amertume. Un scénario. Il approcha la main de José et lui montra le schéma dessiné à la main dans le carnet. Il était à l'encre violette, encore taché là où il avait été mouillé. Regardez bien. Le groupe d'Adla était affecté au point de contrôle 3. Cet itinéraire mène au sud-ouest, autour du vieux ranch. Un autre groupe a fait le tour de la colline à l'est. Tout le monde était dispersé. Si c'est le cas, balbutia José, alors l'histoire de l'accident de masse est impossible. Elias hocha légèrement la tête. Impossible. Logiquement, un groupe est parti à 9h15 et l'autre à 9h50. Impossible qu'ils soient arrivés au même endroit du ruisseau au même moment pour être emportés. José resta silencieux, mais son visage se transformait visiblement. Elias se leva et prit une vieille carte topographique de 1977,
une photocopie qu'il avait conservée de l'époque où il était journaliste. Il étala la carte sur la table et marqua chaque point correspondant au point de contrôle consigné dans le carnet. En les reliant au crayon, 5 itinéraires différents apparurent, divisant la forêt d'El Manto en zones plus petites. Puis la voix d'Elias baissa. Elias n'a jamais été publié. José demanda à voix basse, si c'est le vrai plan, pourquoi l'ont-ils caché? Pourquoi personne n'a rien dit? Elias ne répondit pas immédiatement. Silencieusement, il prit un autre dossier et l'ouvrit rapidement à la page intitulée « Réaction des parents ». 1977. Après la disparition, chaque parent fut appelé individuellement. On leur expliqua en détail qu'il s'agissait d'une catastrophe naturelle. Certaines familles quittèrent la ville, d'autres acceptèrent l'aide et gardèrent le silence. Seule la mère d'Adla resta. Elle se tourna vers José, le regard fixe. Elle n'est pas tombée, mais personne ne l'a entendue. J'ai écrit l'article, poursuit Elias, mais le rédacteur en chef l'a barré. J'ai été contraint de démissionner, et à partir de ce moment-là, tout s'est dégradé. À cet instant, José vit les yeux de son oncle rougir légèrement. Elias était un homme qui vivait de paroles, mais lorsqu'il fut contraint d'enterrer ce qu'il croyait être vrai, il ne lui resta que le silence et des centaines de cartons de dossiers. Si tu n'avais pas apporté ce carnet aujourd'hui, dit Elias, peut-être que le reste de ma vie se serait terminé dans le doute. Il a pointé du doigt une autre page, regardez, cette colonne indique l'heure estimée du retour. Chaque groupe était censé rentrer séparément à une heure précise. La question est donc, que s'est-il passé entre le départ et le retour? José serra soudain les poings. Ils n'étaient pas perdus, ils étaient pris. Elias hocha la tête. Sa voix était désormais claire et forte. Si c'est le vrai plan, alors quelqu'un savait exactement où chaque groupe allait, à quelle heure et pourquoi ils devaient se séparer. Et cette personne n'était pas seulement à l'école. Les deux hommes se fixèrent du regard. La pièce devint étouffante, non pas à cause du froid, mais parce qu'ils comprirent tous deux que, si cette histoire était vraie, il ne s'agissait plus d'un accident, c'était un plan délibéré, soigneusement orchestré et peut-être soutenu par des gens qui voulaient l'enterrer à jamais. De l'autre côté de la fenêtre, le sifflement lointain d'un train de nuit s'estompait dans l'obscurité. Elias ferma son carnet, le posa sur la table et sortit une vieille cassette du tiroir. Demain, nous irons au point de contrôle 3. Si Adla y était affecté, il y a peut-être encore des traces. José hocha la tête sans hésiter. Il savait pertinemment qu'à partir du moment où il avait ouvert ce tiroir, il était entré dans une histoire dont il ne pourrait plus revenir en arrière. La matinée s'écoula dans la tranquillité caractéristique de la région montagneuse. Le village de San Geronimo s'éveillait lentement, les maisons de Tejarora étaient encore couvertes de rosée. Au loin, Elias Ramirez pédalait sur son vieux vélo, se dirigeant vers le bout du chemin de terre accidenté. Le lourd sac en toile qu'il portait en bandoulière ne contenait qu'un seul objet, le vieux carnet au nom d'Adla Santiago. La maison qu'il cherchait était petite et simple, avec un toit en tôle délavée et une pancarte en bois accrochée sur le porche, écrite à la main à l'encre noire délavée, « Visite interdite ». Elias arrêta son vélo, prit une grande inspiration et frappa 3 fois sur le cadre en bois de la porte. Il n'obtint aucune réponse. Il attendit un moment, puis frappa à nouveau, cette fois en disant clairement, « Je dois parler d'Adla Santiago ». À l'intérieur, on entendit le bruit d'une chaise qui bougeait. La porte s'ouvrit sur un espace étroit. La femme, aux cheveux gris et aux yeux enfoncés, ne portait ni maquillage ni bijoux. Nora Santiago ne parut pas surprise en voyant Elias, elle ne le regarda que quelques secondes. Puis elle ouvrit la porte en grand. « Passez ». Elias hocha légèrement la tête sans répondre. L'intérieur de la maison était si propre qu'il en était glacial. Pas de bibelots ni de photos de famille, tout semblait avoir été arrangé pour que personne n'ait à se souvenir de quoi que ce soit. Il n'y avait qu'une vieille table en bois au centre, une bouilloire encore chaude et des traces de pas clairement marquées sur le sol en ciment, allant de l'entrée à l'unique chaise devant. Elias posa le sac, sortit lentement le carnet en cuir marron et le poussa vers elle, l'ouvrant directement sur la page où se trouvait le deuxième groupe.
Voici le plan d'allocation interne des pratiques écologiques de 1977. Il ne ressemble à aucun des rapports publiés. Le nom de votre fille y figure. Nora ne toucha pas immédiatement le carnet, elle le regarda simplement, comme pour vérifier quelque chose d'indicible. Un instant plus tard, sa main se leva et tourna la page, puis son regard s'arrêta. L'écriture à l'encre noire était toujours intacte. Groupe 2. Adla Santiago, Cecilia Cortés, Teresa Hidalgo, Adriana Ramos, responsable. Professeur Vega, sortie 935, point de contrôle 3. Elle leva les yeux. Sa voix n'était pas empreinte d'émotion, mais plutôt de quelque chose qui s'était accumulé au fil des années de suspicion. Je le savais. Je savais que ce n'était pas avec le grand groupe. Elias resta immobile, attendant qu'elle continue. Ce matin-là, dit doucement Nora, la petite fille m'a dit qu'elle était excitée parce qu'elle allait être dans un petit groupe. Il m'a même dit que je devrais emporter une carte supplémentaire, car leur itinéraire longeait la forêt sèche. Il m'a clairement dit, point de contrôle numéro 3. Je me souviens de lui parce qu'il a plié la carte et l'a mise dans la poche de sa veste, dessinant même l'itinéraire. Sa voix s'est adoucie, presque un murmure. Mais la presse a ensuite annoncé qu'ils avaient traversé le ruisseau ensemble, que l'eau les avait tous emportés. La police l'a dit, l'école l'a dit. Tout le monde m'a dit que j'avais mal entendu, que je m'en souvenais mal, mais je le savais. Elle l'a dit de sa propre bouche. Elle l'a dit. Elle a repoussé le carnet, doucement mais fermement, merci d'avoir apporté ça. Mais si tu veux juste remuer le passé et le laisser comme les autres, alors tu devrais partir tout de suite. Elias ne sourcilla pas et répondit immédiatement, je n'ai aucune intention de partir. Je vais suivre exactement le même itinéraire que le groupe d'Adla ce jour-là, et j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse bien le terrain. Je ne peux pas y arriver seul. Nora le regarda comme si elle cherchait la moindre trace de mensonge, puis elle se retourna, versa une tasse d'eau chaude, la lui offrit et s'assit. Je connais ce chemin, Elias fut surpris. Je veux dire, je le parcours depuis 17 ans, chaque année, le 3 juillet, j'arrive exactement à l'endroit que la petite fille m'avait indiqué, je vais laisser les fleurs là et rebrousser chemin. Personne ne le sait. Personne n'a besoin de le savoir. Le silence se fit dans toute la maison. Elias dit doucement mais fermement, demain, on repart ensemble. Nora hocha la tête. Juste une chose. Elias baissa la tête. Si on y va, ce sera jusqu'au bout, pas de retour en arrière à mi-chemin. Es-tu sûr de pouvoir y arriver? Elias la regarda, un léger sourire aux lèvres, marqué par les moments où il avait été rejeté par la justice. Si je n'avais pas pu y arriver, j'aurais abandonné il y a presque 20 ans. Quand Elias quitta la maison, le soleil commençait déjà à briller doucement. Il se retourna et vit Nora debout près de la fenêtre, son ombre projetée sur le vieux ciment. Le soleil n'avait pas encore entièrement recouvert la ville, et le brouillard enveloppait encore les contreforts de la forêt. Mais Nora et Elias étaient déjà en route, pas de voiture, pas de boussole électronique, juste une vieille carte que Elias avait photocopiée à partir de documents datant de 1977, un carnet en cuir marron et le souvenir de la femme qui avait répété ce voyage pendant 17 ans. Ils quittèrent le village par un sentier vers le nord, longeant une roselière sauvage puis longeant le flanc de la colline rocheuse. Nora marchait d'un pas assuré, ni rapide ni lent, comme si elle connaissait précisément chaque brin d'herbe, chaque ronce qui se dresserait sur leur chemin. Elias les suivait de près, comparant de temps à autre la carte avec les notes de son carnet. Et plus ils avançaient, plus il était surpris de constater que tout concordait parfaitement. Ce sentier, dit-elle doucement, a disparu de toutes les cartes actuelles, mais il est toujours là. Nora ne se retourna pas, elle répondit simplement à voix basse, parce que personne ne le cherche. Après près de 3 heures de marche à travers la forêt clairsemée, ils passèrent devant un gros monticule de terre qui aurait pu être un petit glissement de terrain. Il n'y avait ni ruisseau ni rocher dangereux, juste de la terre meuble et quelques traces de pas. C'était l'endroit supposé avoir été le théâtre de la crue éclair, mais visiblement, rien n'aurait pu causer les décès si le groupe d'étudiants était passé par là par hasard. Elias s'assit pour examiner le sol,
souleva une couche de mousse jaune et soupira doucement, il n'y a aucun signe d'inondation majeure. Pas d'éboulement. Pas de nouveaux sédiments. Tout va mal, très mal. Ils continuèrent à marcher sur 200 mètres jusqu'à ce que Nora lève la main pour leur faire signe de s'arrêter. Devant eux se trouvait une zone plate entourée d'arbres, formant une étrange clairière dans la forêt. Aucun sentier ne menait à l'extérieur, ni aucune trace visible de fondation de maison, mais Nora désigna directement une trouée dans l'herbe. À l'époque, il y avait ici une petite maison en bois avec un toit de tuiles rouges. Elle a disparu quelques semaines après sa disparition. Elias s'approcha, grattant doucement la terre avec un bâton. Sous les mauvaises herbes et la mousse se trouvaient des morceaux de briques cassées, noircis comme s'ils avaient été brûlés. Prudemment, il s'agenouilla et tâta le bord de la base. Leurs doigts touchèrent quelque chose de plus dur que la terre, un cadre carré en béton dont une partie du couvercle en fer était désalignée et rouillée. « C'est un couvercle de cave », répondit brièvement Nora, là où je voyais les gens aller et venir, puis soudain, ils se turent pour toujours. Ils ne se précipitèrent pas pour l'ouvrir. Elias, quant à lui, sortit un petit appareil photo argentique, du genre de ceux que les reporters utilisaient autrefois, recula de quelques pas et prit des photos sous plusieurs angles, le trou dans l'herbe, le socle en béton, les briques brûlées et la zone boisée environnante. Puis il prit un morceau de ruban de marquage rouge, l'attacha à un arbre voisin et dessina l'emplacement sur la carte photocopiée. Si Adla et son groupe sont arrivés jusqu'ici, alors ils ne sont clairement pas morts à cause des glissements de terrain ou de l'eau. Il marqua une pause, les yeux fixés sur la porte de la cave, puis se tourna vers Nora, alors qui les attendait ici? Qui vivait dans cet endroit inconnu? Qui a bien pu faire disparaître la maison en quelques semaines, sans que personne ne le demande? Nora lui serra doucement les mains. Il y a des gens au village qui le savent, mais ils se taisent, non pas par indifférence, mais parce qu'ils savent très bien de quoi ils ont peur. Elias leva son appareil photo et prit quelques photos plus rapprochées. Il ne le dit pas à voix haute, mais il reconstitua mentalement une scène, la maison en bois au milieu de la forêt, le groupe d'étudiants arrivant comme prévu, non pas face à une catastrophe naturelle, mais face à des gens ou quelqu'un avec assez de pouvoir et de malice pour cacher toute l'affaire. Et s'il y avait une cave, ce n'était pas seulement un abri, c'était un lieu où logeaient des gens. Avant de quitter les lieux, Elias nota dans son carnet, Rancho del Silencio, suspect. Point d'accueil du groupe 2, Adla. Ils reprirent le même chemin. Ils parlèrent peu, mais l'atmosphère avait changé, pour la première fois depuis 17 ans, ils n'observaient plus la perte de loin, ils avaient atteint l'endroit qui pourrait être le point final de 18 petites vies, un endroit dont personne n'avait parlé publiquement, et cette fois, ils n'avaient aucune intention de s'arrêter. Sur le chemin du retour, s'arrêtant pour se reposer sous un grand arbre, Elias ouvrit le vieux sac en tissu qu'il portait sur l'épaule et fouilla dans une pile de documents personnels usés. Il en sortit un morceau de papier plié en 4, au bord jauni par le temps. Il dit, à l'époque, quand ma première version de l'article a été rejetée, je n'ai pas été laissé seul. Un jour, je suis allé à la rédaction de l'ancien El Heraldo, le soir, et j'ai examiné les dossiers des lecteurs qui avaient répondu ou envoyé des informations sur l'affaire Santa Oliva. Nora le regarda en fronçant légèrement les sourcils. Et qu'as-tu trouvé? Elias lui montra le morceau de papier, l'écriture à l'encre bleue, de travers mais toujours nette. Fernando Bravo, allée numéro 6, bord du pâturage, falaise. Il était alors officier de police judiciaire provinciale. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai vu son nom dans une lettre d'un lecteur anonyme qui me conseillait de le contacter si je voulais savoir pourquoi l'enquête de cette année-là s'était arrêtée en cours de route. Nora hocha légèrement la tête, d'une voix douce. S'il est encore en vie, alors peut-être qu'il n'a pas oublié non plus. Une demi-heure plus tard, Elias se tenait devant une petite maison texane au toit bas, construite provisoirement en briques brutes. Elias frappa 2 fois à la porte, puis dit clairement, « Je cherche Monsieur Bravo. Je suis Elias Ramirez, journaliste. Je veux en savoir plus sur l'affaire Santa Oliva. Je sais que vous avez suivi cette affaire. » Il n'y a eu aucune réponse à l'intérieur. Une minute plus tard, la porte s'ouvrit juste assez pour révéler un visage.
Un homme d'un certain âge, les yeux enfoncés, une longue barbe, serrant toujours fermement un vieux fusil de chasse. C'était Fernando Bravo, un ancien enquêteur de la police de quartier, qui avait été l'un des premiers à arriver sur les lieux, dans la forêt d'El Manto. « Qui t'a dit que j'étais encore en vie ?» demanda Fernando, la voix rauque. « Personne, » répondit Elias. « J'ai juste supposé. » Fernando le regarda encore 3 secondes, puis ouvrit la porte. « Entrez, mais n'enregistrez pas. N'utilisez pas d'enregistreur. Si je vois un appareil d'enregistrement, vous devrez partir immédiatement. » La pièce ne contenait rien d'autre qu'une table à manger, une carte accrochée de travers au mur et un coffre-fort peint en gris posé au sol. Fernando prit la carte et l'étala sur la table. C'était la carte topographique originale de 1977, avec le schéma complet de la forêt d'El Manto Verde, les routes, les ruisseaux, les zones interdites à l'exploitation forestière. Dans le coin inférieur gauche, une tache d'encre noire avait été volontairement barrée, mais restait lisible, Rancho del Silencio. Code local 3BSR17. Rayé de la carte administrative depuis mars 1978. Fernando a frappé son doigt exactement à cet endroit. « Vous avez parlé du point de contrôle numéro 3, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Cet endroit est exactement celui-là. La description de l'itinéraire dans mon carnet interne correspond parfaitement. Mais quand j'ai suggéré d'envoyer quelqu'un vérifier, mes supérieurs ont dit, inutile de fouiller là-bas. Il n'y a rien dans la zone dangereuse. » Elias regarda la carte, son cœur battant plus vite. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi, mais une semaine plus tard, j'étais muté aux archives, et 3 mois plus tard, je perdais mon poste. Tout le monde disait que je provoquais la panique, mais en réalité, je me suis approché du ranch. Ça sentait le brûlé. Quelqu'un était déjà venu, puis avait disparu comme si de rien n'était. Fernando entra, sortit un vieux dossier avec des papiers jaunis, puis un bon de livraison plié. En juin 1977, quelqu'un a commandé 60 rations de produits alimentaires transformés à l'entrepôt central de la ville. Lieu de livraison, Rancho del Silencio. Nom enregistré, Zuniga, fonction, représentant de l'Organisation internationale des bourses d'études. Elias lui serra doucement les mains. Zuniga était la responsable de Santa Oliva cette année-là, confirma Fernando. Après l'incident, elle a disparu de la ville. Fernando hocha la tête. Elle était la seule à avoir accès au dossier des étudiants internationaux et au programme d'échange. Le fait que le repas ait eu lieu dans une zone interdite un mois avant la disparition n'était absolument pas une coïncidence. Elias nota rapidement les détails dans son carnet, ranch, point de contrôle 3, ADLA, demande de stage, bon de livraison Zuniga, itinéraire séparé. Tout commençait à se connecter. Ce n'était plus dispersé, ce n'était plus un soupçon. À ce moment précis, la porte en bois s'ouvrit brusquement. José Elizondo entra, trempé de sueur, son sac sur l'épaule. Son visage était inhabituellement tendu. « Oncle Elias, je crois qu'on me suit. » Elias se retourna immédiatement. « Que ?» Joseph haleta. « Hier soir, quelqu'un a garé une voiture non loin de chez moi, sans phare ni plaque d'immatriculation arrière. J'ai sorti mes clés pour monter et, un peu plus tard, j'ai regardé à nouveau, les freins étaient coupés. Le câble principal était proprement retiré, pas de boue, pas de traces de pas. C'était clairement l'œuvre d'un professionnel. » Fernando, en entendant cela, resta silencieux pendant quelques secondes. « Pour qu'il sache que tu regardes. » Elias regarda José, puis se tourna vers Fernando. « Je ne m'arrêterai pas, mais nous avons besoin de preuves plus claires. » Fernando hocha la tête, ouvrit le coffre et en sortit un autre carnet en cuir marron. Ce n'était pas celui que José avait trouvé, mais la copie de sauvegarde des archives internes de la police de 1977. Il l'attendit à Elias. « Voici ma déclaration initiale, avant qu'on me demande de la retirer. Il semblerait que Santa Oliva ait reçu un financement extérieur, mais cela n'a pas été rendu public dans le rapport budgétaire de l'école. » Elias serrait le carnet. « José,
debout à côté de lui, observait les deux hommes, l'un licencié, l'autre refusé à la publication, et lui-même, un électricien, désormais le témoin le plus important. Tout le monde comprenait, désormais, quiconque s'impliquerait dans cette affaire ne serait plus totalement en sécurité. Mais Élie se contenta de dire, d'une voix aussi grave que le vent dans la forêt ancestrale. Nous avons entendu trop d'avertissements. Il est temps que les autres entendent la vérité. Quand Élias rentra chez lui, un vieux paquet en papier craft était posé sur le seuil de sa maison en briques rouges, sans nom d'expéditeur ni timbre. Élias réfléchit un instant, puis entra, alluma la lumière du salon et posa le paquet sur la table. Il enfila des gants fins et ouvrit soigneusement chaque pli. À l'intérieur se trouvaient deux objets, un journal original de 1977, contenant le même article d'Élias que le rédacteur en chef avait refusé de publier, et une balle de plomb, lourde et froide, posée seule sur le papier. La partie du texte mentionnant la contradiction dans le rapport du groupe des étudiants disparus était surlignée en rouge au marqueur. Au dos du journal se trouvait une note manuscrite négligente, mais chaque trait semblait gravé dans les yeux du lecteur. Si vous l'imprimez à nouveau, vous n'aurez plus aucune chance d'écrire. Élias resta un moment silencieux à table. Il n'était pas surpris. La main menaçante était revenue, non plus cachée dans l'ombre d'une organisation, mais apparue directement sur le pas de sa porte. Il sortit du ruban adhésif, enveloppa la balle et la colla à côté du journal d'origine. Il écrivit clairement, preuve du 7 juillet 1994 pour Nora, José, Fernando. Et il savait qu'il était temps de se préparer avec le plus grand soin. Au même moment, de l'autre côté de la ville, chez Nora Santiago, lorsqu'elle revint du supermarché, la porte de derrière était ouverte. Il n'y avait aucune trace d'effraction, juste une fenêtre ouverte, juste assez pour qu'une personne puisse passer. Les objets à l'intérieur étaient intacts, argent, bijoux, même le coffre-fort n'avait pas été touché. Mais il manquait une chose, la lettre plastifiée d'Adla, conservée dans un cadre en bois sous le petit autel dans un coin de la maison. La lettre était écrite à l'encre violette et d'une écriture enfantine. Maman, je vais au point de contrôle numéro 3 demain. J'apporterai le carnet où je note mes affaires. Je te raconterai tout à mon retour. Nora avait conservé cette lettre pendant 17 ans. Personne d'autre qu'elle ne savait où elle était cachée. Elle n'avait de valeur que pour la mère qui avait perdu sa fille. Nora comprit immédiatement, ce n'était pas un vol, c'était un avertissement. Il appela Élias le soir même. Lorsqu'il apprit les détails de la lettre, il ne demanda rien d'autre, il dit simplement, j'irai demain. Le lendemain matin, Élias arriva non seulement avec des mots de réconfort, mais apporta aussi 3 jeux complets de dossiers photocopiés. Chacun contenait des photos du socle en béton du ranch, une carte de 1977 avec la mention « Rancho del Silencio » barré, le plan du jardin potager dans le vieux carnet et des documents de commande de nourriture au nom de Zuniga. Il y joignit également l'article original qu'il avait écrit des années auparavant, image de la balle et de la menace. Il en distribua un à Nora, un à José et un à Fernando, ne laissant rien pour lui. Si vous me faites taire, au moins 3 personnes entretiendront la flamme. Et si vous et moi ne sommes plus là, que quelqu'un retrouve ses papiers, même si ce n'est que dans 30 ans. Fernando hocha la tête sans rien demander. José resta silencieux, mais Élias vit sa main se resserrer autour du dossier. Cette nuit-là, alors que Élias venait de fermer la porte et s'apprêtait à éteindre les lumières, 3 coups légers retentirent. Ce coup marqua un tournant dans toute l'enquête. Il saisit la poignée et, regardant par l'entrebâillement du rideau, aperçut une jeune fille mince et élancée d'une vingtaine d'années, portant des lunettes et les cheveux légèrement bouclés, immobile dans la lumière qui filtrait à travers la maison. La voix d'Élias Ramirez était égale, sans tremblement. Je m'appelle Isabelle Moreno. Je suis étudiante en dernière année d'anthropologie. Je suis la nièce d'Elena Vasquez, l'une des femmes disparues cette année-là. Il ouvrit la porte. Isabelle entra sans hésiter et sortit de son sac en tissu un carnet usé, rempli de notes et de photos collées ensemble avec du ruban adhésif transparent. Je rédige ma thèse sur l'effacement de la mémoire collective, sur la façon dont une communauté se mémorise mal ou est forcée d'oublier.
J'ai retrouvé votre rapport de 1977, l'original, non censuré. Il porte le nom de ma tante. Bien que le rapport officiel de cette année-là ne mentionne pas les groupes séparés, je veux connaître la vérité sur ce qui lui est arrivé. Elias regarda la jeune fille. Ce n'était pas un regard soupçonneux ni la curiosité passagère d'un étudiant. C'était le regard de quelqu'un qui avait perdu quelque chose et n'avait aucun droit de pleurer. Il prit une inspiration et répondit. Si vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette petite pièce, 4 personnes connaissaient désormais le ranch. L'une avait été menacée, une autre avait perdu la lettre de sa fille, une autre avait été suivie et avait failli être blessée, et une autre venait d'entrer, portant le sang d'une ancienne victime. Chacun comprenait qu'il ne s'agissait plus d'une enquête, il s'agissait de dénouer le dernier nœud d'un rideau qui avait été voilé pendant près de 2 décennies. Une fois tout le monde parti, Elias ouvrit la boîte métallique à serrure manuelle qu'il gardait sous la table. À l'intérieur se trouvaient des photocopies d'anciens actes d'état civil, sortis clandestinement lorsqu'il était journaliste. Dans la section personnelle liée à la bourse Passerelle, un nom apparaissait en italique, presque effacé au crayon rouge. Maria El Zuniga, résidente temporaire de Tisa Ali en 1991. Elle a ensuite changé son identité pour Maria El Mendoza. Elias a entouré le nom au crayon et a tapoté la table 3 fois. Si elle est encore là, c'est parce qu'elle pense que personne ne la cherchera ou parce qu'elle pense que personne n'osera. Isabelle, tout en rangeant les documents dans son sac à dos, murmura. Peut-être que c'est les deux. José vérifia l'enregistrement de résidence et consulta le plan de la ville. L'adresse actuelle correspondait à un ancien quartier résidentiel de la banlieue et de Zacatecas, près d'une usine désaffectée. Isabelle était assise à l'arrière du vieux pick-up que Elias avait emprunté à un vieil ami, serrant son cahier d'écolier. Devant eux se trouvait la maison basse en briques, au toit de tôle et au portail en fer rouillé. D'après les registres, Maria El Mendoza, un homme sous une fausse identité, y vivait. Ils sortirent tous les 3 de la voiture. Nora, silencieuse, tenant la liasse de documents dans ses bras, s'avança d'un pas tendu. Elias s'approcha de la porte et frappa violemment à 3 reprises. Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants prématurément, entr'ouvrit la portière. Son regard les parcourut tous et s'arrêta sur Isabelle. La première seconde fut une seconde de surprise, mais la seconde suivante, elle se transforma en un froid absolu. « Vous êtes Maria Zuniga, n'est-ce pas » Isabelle a demandé directement. La femme ne répondit pas, elle dit simplement sèchement. « Je ne sais pas qui vous êtes. Je suis occupé. Veuillez partir. » Elias sortit de sa poche la copie du bon de commande de nourriture de juin 1977, le bon de livraison au Rancho del Silencio, avec la signature de Zuniga en dessous, puis la photo du socle en béton brûlé, les traces du sous-sol, et enfin le carnet contenant la liste des groupes d'étudiants disparus. Sans dire grand-chose, il déposa chaque objet sur la table en fer du porche. Si vous restez silencieux, tout cela sera sur le bureau de la police la semaine prochaine. Zuniga resta immobile, sans ciller, fixant le carnet si longtemps que le temps lui sembla s'être arrêté. Puis il se détourna sans rien dire. « Fais ce que tu veux. » Il ferma la porte. Ellie ne s'attendait pas à des aveux, mais le silence lui-même confirmait tout, un innocent protesterait, quelqu'un qui sait quelque chose, mais se tait. Ce soir-là, Isabelle ne retourna pas chez Elias comme prévu. Elle voulait s'arrêter à la bibliothèque locale pour chercher d'autres documents anciens. En chemin, juste après la station-service au bout de la rue, elle sentit que quelque chose clochait. La voiture noire derrière elle, sans phare, garda la même distance à 3 intersections. Lorsqu'Isabelle tourna brusquement dans la ruelle derrière la vieille église, l'autre voiture la suivit et s'arrêta juste devant une boulangerie éclairée. Il fit semblant d'appeler un proche, puis regarda droit dans le rétroviseur. La voiture noire ne s'arrêta pas, elle fit demi-tour en silence, puis disparut. Au même moment, quelqu'un frappa à la porte d'Elias. Un petit paquet enveloppé dans du papier journal était déposé sur le seuil. Elias l'ouvrit, c'était une cassette classique,
avec une étiquette blanche vierge. Il ne dit pas qui c'était. Il alluma le vieux magnétophone, qui fonctionnait encore, inséra la cassette et s'assit. Le vrombissement initial dura près de 10 secondes. Puis une voix masculine grave et rauque parla lentement, chaque mot semblant soigneusement choisi. Si vous voulez finir votre vie comme ces enfants, continuez à creuser. Puis, le silence fut total, plus aucun bruit. Elias resta immobile, sans trembler, sans respirer bruyamment. Il sortit simplement la cassette, la mit dans une enveloppe et écrivit « Preuve ». 8 juillet. Enregistrement de menaces de mort. Le lendemain matin, tout le groupe s'est réuni chez Nora. L'ambiance n'était plus la même. Fernando consultait la carte, José vérifiait les pneus et les nouvelles serrures, et Isabelle, un stylo à la main, notait les horaires, ses doigts tremblaient encore légèrement à cause de la course-poursuite. Elias se tenait au milieu de la pièce, sa voix égale mais lente. Ils savent que nous nous rapprochons, mais nous avons fait plus que quiconque ces 17 dernières années. Si nous nous arrêtons maintenant, ils gagneront à nouveau, et pour toujours. Isabelle leva les yeux et, pour la première fois, l'interrompit. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit de personnes, de vies humaines et d'une génération entière anéantie simplement parce qu'ils pensaient que personne ne se soucierait de les déterrer. Je ne peux pas construire une thèse à partir du silence. J'ai besoin de la vérité, et je pense que ma tante mérite le dernier mot. Nora posa la main sur la table et sortit un objet soigneusement rangé des profondeurs d'un tiroir. Personne ne dit rien, mais dans la petite pièce, leurs regards se croisèrent. Un à un, sans avoir besoin de parler, ils comprirent que le jeu n'était plus aux abords de la ville, il était entré sur le territoire de ceux qui avaient cru autrefois que personne n'oserait les affronter, et qu'ils seraient les premiers. Dans la petite chambre de Fernando Bravo, tout le monde était réuni autour de la table de la salle à manger, désormais transformée en table tactique improvisée. Des cartes étaient scotchées au mur, les devoirs des élèves marqués au crayon rouge, des photos des anciennes fondations en béton, des tickets de caisse, et chaque détail était noté, le tout disposé comme un véritable dossier criminel. José était assis dans un coin avec une caméra infrarouge empruntée à un ami qui travaillait dans le secteur forestier. Il connecta le câble à la vieille télévision de Fernando et appuya sur le bouton pour changer l'image. Voici une photo prise avant-hier soir. Après avoir marqué la zone autour du ranch, j'ai installé l'appareil photo dans l'arbre, là où nous avons trouvé la porte de cave tordue l'autre jour. L'écran montrait une image en noir et blanc, floue mais suffisamment nette pour distinguer une silhouette, un homme imposant portant une casquette, un manteau épais et un bidon d'essence à la main. Sur la troisième image, l'incendie s'était déclaré juste au sous-sol. Il est retourné brûler ce même sous-sol et a essayé de le recouvrir à nouveau, dit Isabelle en se penchant en avant. Il savait que quelqu'un était entré. Fernando plissa les yeux en regardant l'image, rapprochant la loupe. C'est Rodrigo Davila. J'en suis sûr. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Il n'y a pas d'erreur possible, confirma Elias. Le fils de l'ancien directeur, Miguel Davila. Il était encore étudiant en 1977, en 1980, il a soudainement disparu. Il vit maintenant sous un faux nom aux États-Unis. Il a incendié le ranch pour effacer toute trace. Au même moment, Fernando entra dans la pièce voisine et en sortit un dossier soigneusement enveloppé dans du papier sulfurisé. Il l'ouvrit devant tout le monde. Voici une copie de l'ordre de transfert d'étudiants que la police interne a saisi, puis a ordonné de cacher. J'en ai conservé une copie. Regardez les noms, la vieille feuille jaunie, signée par Miguel Davila et Maria Zuniga, indiquait le transfert de 5 étudiants de Santa Oliva vers le programme d'échange, El Puente, en juin 1977. Motif, opportunité d'études spéciales en Amérique latine. La liste a été effacée par la suite, mais certains noms sont clairement lisibles, Elena Vasquez, Adla Santiago, Jimena Lopez. Eli serra les mains. Ils avaient donc un système. Ils amenaient les étudiants légalement, sur papier, mais en réalité, ils les transféraient vers un réseau de traite d'êtres humains. Isabelle a ajouté. Le Pont était autrefois le nom d'une fondation de bourse d'études,
mais elle a été dissoute en 1982 en raison d'un manque de transparence financière. Tout était clair. Élie prit une profonde inspiration, puis se leva. Il est temps que cette affaire ne soit pas laissée entre les mains de la province. Nous devons remonter plus haut et confier toute cette affaire à la police fédérale. Fernando hocha la tête. Je connais le commandant en charge des dossiers de personnes disparues au niveau fédéral. C'est un vieil ami et il n'a jamais eu mauvaise réputation. Personne ne parla immédiatement. Nora resta immobile au bord de la table, le regard fixé sur un point indéterminé. Elle avait apporté des fleurs blanches à la porte de l'école pendant 17 ans, persuadée que sa fille ne reviendrait jamais. Mais maintenant, après tous les tests, les schémas, les ordres de transfert et les fausses demandes de bourse, elle savait une chose, rien ne prouvait clairement qu'Adla était morte. Elias se tourna pour dire quelque chose, mais elle parla la première, lentement mais fermement. Si on a une chance sur 100, j'irai jusqu'au bout. Je n'ai pas besoin qu'ils avouent, j'ai juste besoin de les regarder dans les yeux et de leur faire savoir que je me souviens chaque jour où la fille a disparu. Personne ne répondit. Isabelle posa doucement sa main sur le bras de Nora, et José, presque blessé, la fixa longuement, puis hocha fermement la tête. L'après-midi même, ils partirent, un pick-up Ford transportait 3 personnes Elias, Fernando et Josué, derrière, une boîte métallique contenant les documents, Isabelle et Nora suivirent dans une autre voiture, en prenant garde à ne pas être suivis. Ils arrivèrent au siège de la police fédérale de Zacatecas à 15h20. Fernando entra le premier, muni de son ancien badge, pour demander un entretien direct avec le commandant Julio Sosa, un partenaire d'entraînement. Au bout d'une heure, ils furent autorisés à présenter l'intégralité du dossier, chaque photo, chaque copie, chaque enregistrement de la menace, la photo de Rodrigo incendiant le ranch, et même l'ordre de transfert officiellement signé. Le commandant Sosa lut tout en silence pendant les 10 premières minutes. Puis il se leva et ferma la porte de la salle de réunion. Si tout ce qu'ils avancent est vrai, alors il s'agit d'une organisation de traite d'êtres humains à l'échelle de l'État, active depuis près de 20 ans. Et si j'accepte de rouvrir le dossier, je ne serai pas en sécurité non plus, mais je ne peux pas l'ignorer. Ces enfants sur la liste auraient pu vivre, mourir ou être encore détenus sous un autre nom. Elias hocha la tête. Nous ne sommes pas venus ici pour demander de l'aide. Nous sommes venus ici pour dire que nous sommes prêts à tout dire et à tout faire. Avant de partir, le commandant Sosa a déclaré. J'aurai besoin de quelques jours pour lancer l'enquête interne et demander l'autorisation de fouiller le sous-sol du ranch. Mais si nous disposons de preuves supplémentaires, de témoins ou si quelqu'un du système accepte de parler, nous pourrons ouvrir officiellement l'enquête. Fernando a promis. Je vais voir. Je connais au moins 2 personnes qui travaillaient dans la logistique à Santa Oliva, l'une a maintenant une pharmacie à Fresnillo, et l'autre, je crois, est toujours en vie, bien qu'elle ait changé de nom. Ce soir-là, tout le groupe retourna chez Nora. Personne ne mangea beaucoup ni n'alluma les grandes lumières, mais dans leurs yeux malgré la fatigue et la peur brillait une lumière plus vive que n'importe quelle lampe des 17 dernières années, ils avaient résisté, et cette fois, personne ne partirait seul. Après avoir remis les dossiers et les preuves à la police fédérale de Zacatecas, Elias savait qu'une enquête officielle prendrait du temps et que le silence était précisément ce dont la partie adverse avait besoin. Il a déclaré à Isabelle en partant. Si nous attendons maintenant, une seule chose se produira, tout s'effondrera comme en 1977. Isabelle le regarda et répondit. Il faut donc faire parler les gens, les vivants comme ceux qui sont restés silencieux. Au cours des 3 jours suivants, le groupe s'est dispersé pour contacter chaque rédaction et station de radio locale et distribuer des tracts listant les élèves disparus. Ils ont affiché une invitation publique, un rassemblement à l'entrée de l'école Santa Oliva pour commémorer et raconter l'histoire. Le vent soufflait doucement dans le parc abandonné de l'école. Le panneau en bronze, Santa Oliva, taché de rouille verte, était toujours penché. Devant le portail en fer cadenassé, une longue table en bois avait été dressée, avec en son centre un microphone à pile et un magnétophone. Une trentaine de personnes étaient debout, des journalistes locaux, plusieurs résidents âgés et d'anciens élèves. Certains observaient de loin,
d'autres tenaient de vieux journaux, les yeux cernés de rouge. Dans la foule, une femme âgée reconnut Nora et hocha la tête en silence. Isabelle s'approcha du trépied en tenant le micro à deux mains, sans papier ni écran, juste le silence de 17 ans accumulés, maintenant libéré par une vraie voix. Aujourd'hui, ce n'est pas une commémoration, c'est un rapport d'enquête, commença-t-il. Les noms de 18 élèves que l'école avait déclarés disparus suite à une catastrophe naturelle en 1977, mais qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche ni d'aucune enquête. Aujourd'hui, nous allons les relire un par un, Adla Santiago, Elena Vasquez, Jimena Lopez. Il lut tous les noms sans omettre personne. Puis il brandit le cahier de travail collectif, le premier test, l'étape marquant le début du voyage. Il désigna la carte routière, la photo du ranch incendié, le reçu de nourriture et l'ordre de transfert signé par le directeur. Nous ne recherchons pas la compassion, nous recherchons la justice. Juste à ce moment-là, tandis que quelques courageux applaudissaient, à 40 km de là, dans une maison de la banlieue de Zacatecas, la police fédérale a émis un mandat d'arrêt d'urgence. Sur la base du dossier du groupe des Elias, Maria Zuniga a été arrêtée sans résistance, mais son regard ne l'a jamais quitté. La police a découvert à son domicile un coffre-fort contenant des copies des registres d'inscription de 1977 et la liste des élèves internes avec des noms marqués à la main à l'encre rouge. Ils y sont entrés en voiture, peut-être à la recherche d'un endroit plus élevé pour prendre des photos, peut-être simplement pour explorer. Le terrain était instable. Une légère glissade, un virage mal évalué ou une panne mécanique aurait suffi à faire déraper la voiture et à la faire tomber dans l'une des anciennes galeries recouvertes de végétation. Les recherches officielles ayant évité les mines en raison du risque d'effondrement, et les recherches privées se concentrant uniquement sur les zones accessibles, le lieu exact de l'accident n'a jamais été découvert. Cette hypothèse expliquerait la disparition complète de la voiture et des corps. Elle expliquerait également pourquoi aucun objet n'a été retrouvé, à l'exception du sac à dos, probablement éjecté par l'impact ou emporté par quelqu'un qui, des années plus tard, l'a emporté par erreur dans une autre mine. Le problème avec cette théorie est qu'elle nécessite une cruelle coïncidence de facteurs, personne n'a entendu l'accident, aucune trace de dérapage n'a été remarquée, et les corps et la voiture étaient complètement invisibles à toutes les recherches officielles et volontaires. Interférence humaine. C'est l'hypothèse la plus douloureuse, et aussi la plus redoutée par les familles. Le couple aurait été intercepté en chemin par quelqu'un, peut-être le même homme mentionné par Jacinto, qui les surveillait à la station-service. Dans cette version, ils ont été pris pour une autre personne ou simplement pour une cible facile dans une zone isolée. La mine où les restes ont été découverts en 2005 servait non pas de cachette, mais de site d'élimination. Le sac à dos retrouvé avec la photo semble avoir échappé à une tentative de dissimulation ou à une trace laissée par erreur. Cela expliquerait la présence de 4 squelettes non identifiés sur les lieux. Si Louis et Marisol étaient impliqués, les 2 autres corps pourraient être ceux de tiers liés au crime. Sinon, ils auraient pu simplement être témoins d'un événement inattendu et être réduits au silence. Mais cette hypothèse comporte aussi des failles, les ossements leur appartenaient, et aucune trace de violence n'a été trouvée dans le périmètre extérieur. Personne dans cette région n'avait d'antécédents criminels similaires, du moins pas officiellement recensés. La fuite, moins crédible mais néanmoins reprise par certains, affirme que Louis et Marisol ont décidé de disparaître de leur plein gré. Certains affirment que leur relation était plus conflictuelle qu'il n'y paraissait. D'autres évoquent la pression familiale et la peur d'un fait qui n'a jamais été évoqué. L'absence de traces aurait fait partie du plan. Ils ont improvisé le voyage pour tromper le suspect, abandonné la voiture dans un endroit isolé et disparu sous une nouvelle identité. Le sac à dos avait apparemment été caché ou simplement oublié. La photo faisait partie d'un souvenir que quelqu'un d'autre a trouvé et dont il n'a jamais compris la signification. Mais cette hypothèse ne s'est jamais vérifiée. Rien dans les profils de Louis et de Marisol n'indiquait une quelconque intention de fuir, ils avaient un emploi stable, des liens familiaux solides, aucune dette, aucun antécédent de conflit et, surtout, aucune transaction bancaire, aucun document utilisé, ni aucune réapparition ultérieure. S'il s'agissait d'une évasion, elle était trop parfaite, trop silencieuse, trop impossible.
En définitive, ce que ces hypothèses révèlent est plus profond que le simple doute, c'est l'abîme de l'absence absolue de certitude, car chacune de ces versions exige l'acceptation d'une double perte, celle des corps et celle du récit. C'est peut-être pour cela que, même après tant d'années, ce qui pèse le plus n'est pas la tragédie, mais le manque de connaissances. En l'absence de vérité, chacun construit la sienne. La mère de Marisol, déjà âgée, a choisi de croire à la première hypothèse, ils seraient morts ensemble dans un endroit inaccessible, rapide et sans douleur. Ils sont morts d'amour, a-t-elle dit un jour, la voix brisée. La sœur de Louis, avant de mourir, a dit le contraire, quelqu'un les a tués, il y avait eu malveillance, un silence complice. Angela, quant à elle, n'a jamais choisi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, a-t-elle dit, mais il s'est passé quelque chose, et cela devrait suffire à leur rappeler de ne pas oublier. Peut-être qu'il ne s'agit pas de trouver une fin, mais plutôt de comprendre que certaines histoires ne sont jamais censées se terminer, qu'il y a des absences qui ne demandent pas de réponse, seulement du souvenir. Plus de 30 ans se sont écoulés depuis ce week-end dans les montagnes de Sangolika. Presque personne ne parle ouvertement de Louis et Marisol, non par manque de respect, mais parce que le temps crée une nouvelle façon de se souvenir, une mémoire qui se passe de mots, une mémoire qui s'impose à travers les espaces. À Chalapa, le quartier où vivait Marisol a complètement changé, la rue où elle a grandi était pavée et les vieilles maisons ont laissé place à des immeubles bas. Mais un arbre planté par son père lorsqu'elle était encore enfant est toujours là. L'ombre de cet arbre recouvre une partie du trottoir où passait le sac à dos rouge chaque vendredi matin. La plus vieille voisine, Doña Josefina, dit toujours que cet arbre lui appartient et que le jour où il sera coupé, le quartier le ressentira. Rien n'a été changé dans la maison où Louise vivait avec ses parents. Sa sœur a tout conservé jusqu'à la fin, les meubles, les cadres et la petite boîte de pièces de radio qu'il réparait le week-end. À sa mort, ses neveux ont envisagé de louer la maison, mais une fois installés, personne n'a pu déplacer le moindre objet. Ils ont fermé la porte et l'ont laissée telle qu'elle. Aujourd'hui, la maison reste close, tel un musée invisible d'une histoire que personne ne veut changer. Dans l'école où Marisol enseignait, il existe encore un vieux carnet de présence portant sa signature. Son écriture est ferme, penchée et ornée de petits rubans. Une femme de ménage garde le carnet caché dans un placard, comme un rappel de ce qu'il ne faut pas oublier. Le geste le plus discret a eu lieu loin de là, dans les montagnes où tout a commencé. En 2023, un groupe de jeunes écologistes de la région a proposé de défricher d'anciens sentiers dans les monts Sangolika. L'idée était de rouvrir des sentiers historiques, de préserver des sources et d'identifier les points de risque environnemental. Au cours de leurs travaux, ils découvrirent un flanc de collines recouvert de hautes herbes, près de l'ancienne mine, scellée au béton des années auparavant. Là, parmi les rochers et les racines, ils découvrirent un morceau de métal corrodé, ce qui semblait être un vieux pare-choc avec des traces de peinture rouge. Il n'y avait ni numéro de châssis ni marque claire, mais la pièce était là, partiellement enfouie à un endroit non répertorié sur la carte des accidents. Ils ont pris des photos, noté les coordonnées et les ont publiées sur les réseaux sociaux dans le cadre d'une étude environnementale. Le message est parvenu à Angela par hasard, envoyé par une ancienne élève qui suivait encore le blog archivé. Elle a vu l'image et a reconnu le ton, la courbe et les détails du corps. Ça pourrait être n'importe quelle voiture, lui ont dit ses amis. Mais ça pourrait aussi n'en être qu'une. Il n'a pas partagé l'image publiquement, il a juste enregistré l'image, l'a imprimée, l'a placée dans un nouveau dossier et a noté la dernière possibilité au dos. Aujourd'hui, personne ne recherche officiellement Luis Eduardo et Marisol, mais il y a encore des traces de partout où ils sont allés, dans le nom qu'on ne donnait plus aux enfants, dans le sac à dos que personne ne voulait jeter, dans la route qui n'a plus jamais été parcourue de la même manière, et dans la photo décolorée qui vit maintenant dans au moins 4 maisons. Ce qui restait n'était ni le crime, ni le scandale, ni la tragédie. Ce qui restait était l'absence, une absence si profonde qu'elle façonnait même ce qui est dit discrètement, même ce qui n'est plus dit. Parfois, cela suffit à garantir qu'un nom ne disparaisse jamais vraiment. Lorsqu'une histoire traîne pendant 3 décennies sans réponse, elle cesse d'être une simple affaire. Elle devient un écho, un son constant qui traverse les générations.
C'est ce qui s'est produit avec l'absence de Luis Eduardo Ramirez Ávila et de Marisol Vargas Gallardo. Ce qui frappe le plus au fil des années, ce n'est pas la brutalité de la disparition, mais sa précision. C'était comme si quelqu'un les avait effacés de la carte officielle, de la mémoire des enquêteurs, ne laissant place à aucun doute, seulement au silence. La voiture, la trace la plus visible possible, n'a jamais été retrouvée, ni dans les bois, ni dans les mines, ni vendue avec un autre châssis, ni démontée, ni brûlée. Rien. Les corps, s'ils existent, sont toujours sous terre, là où personne ne veut regarder, ou peut-être n'y sont-ils plus du tout. Le sac à dos, bien qu'il soit l'objet le plus concret du récit, reste inutilisé comme preuve, rangé et ignoré. La seule chose qu'il révèle est la photographie, cet instant unique où les deux hommes étaient encore entiers, propres et vivants. L'image la plus simple, la plus innocente, et aussi la plus cruelle, car tout ce que nous savons d'eux, tout ce que nous avons réussi à récupérer, s'arrête là. Le reste est ce que chacun de nous a décidé d'imaginer. Certains ont dit avoir été assassinés et enterrés loin. D'autres croient être morts dans un accident caché par les montagnes. D'autres jurent avoir vu la voiture dans un autre état, avoir entendu quelqu'un avec un accent similaire, ou avoir rêvé d'une fille ressemblant à Marisol, mais rien, absolument rien, n'a jamais été confirmé. Aujourd'hui, l'affaire est considérée comme close faute de preuves, mais en pratique, elle n'a jamais été véritablement instruite jusqu'au bout. Luis et Marisol sont toujours absents depuis avril 1994. Seulement, aujourd'hui, leurs souvenirs ne se limitent plus à leur famille. Ils font partie d'une mémoire collective que personne ne peut nommer avec précision, mais qui est présente dans les détails, dans le soin apporté à la route, dans la peur de s'éloigner trop du chemin, et dans l'histoire racontée à voix basse lorsque quelqu'un veut expliquer ce que signifie disparaître au Mexique. Ils n'étaient que deux jeunes, un technicien en télécommunications et une institutrice. Ils ne participaient à rien, ne recherchaient pas le danger, ils aspiraient simplement à un week-end de silence et de dépaysement, et pour une raison encore inconnue à ce jour, ils ne sont jamais revenus. Et c'est peut-être là le plus cruel, ce n'était pas le crime, ce n'était pas la douleur, c'était le fait que, même après tout cela, personne n'a jamais su ce qui s'était passé. Quand la vérité n'émerge pas, il ne reste que la peur. Une peur qui, au fil des ans, s'est transformée en respect, puis en silence. Et aujourd'hui, ce n'est plus qu'absence. Amen.